Nous avons l'immense chance d'avoir en ligne Jean-Jacques Langendorf, qui est un grand historien suisse et la référence en matière de Dufour. Et il va nous dire quelques mots. Jean-Jacques Langendorf est le biographe de Dufour, du général Guisan aussi et du général Jomini. Et il est en visioconférence depuis sa résidence en Autriche. Et il va nous donner un contre-regard, en fait. Il sera très critique, notamment aussi sur Dufour, dans son interview. Donc on aura un peu un contre-champ aussi, qu'on n'est pas dans la glorification de Dufour, mais qu'on a l'historien qui vient remettre un peu les pendules à l'heure. Voilà, vous êtes plein écran dans un amphithéâtre de l'école polytechnique, avec une cinquantaine de personnes bien installées et qui ont hâte de vous écouter. Monsieur Langendorf, la parole est à vous et j'ai l'impression que nous attendons avec impatience votre présentation. Merci beaucoup. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, monsieur le Président, je vais vous présenter Dufour sous deux aspects. Dans une première partie, le Dufour théoricien militaire et dans une seconde partie, le Dufour praticien militaire, stratège si vous voulez, à travers la guerre du Sonderbourg, la guerre de sécession suisse si vous voulez, et à travers la seconde guerre ou la presque guerre prusso-suisse de 1856-1857. La pensée stratégique de Dufour est résumée dans un ouvrage, Traité de tactique, publié en 1840 à Genève et à Paris. C'est un ouvrage conséquent, très adipeux, si je puis dire, qui va aussitôt, dès sa publication, dans un journal alémanique fondé par un nommé Lobauer, qui est un réfugié allemand mais très au courant des faits militaires, il va être recensé dans cette Militärische Helvetische Zeitschrift en 1840, donc l'année même de sa parution. Et cette recension est une démolition totale de l'ouvrage. L'auteur de la recension se demande d'abord pourquoi Dufour a cru bon de publier cet ouvrage en 1840, alors que le colonel Balois Villan avait publié à peu près le même, également en allemand, et comme a montré plus tard le bibliographe de Dufour, Dufour lui-même a repris des passages entiers de cet ouvrage de Villan, sans le citer naturellement. Il y a donc là un mystère, pourquoi Dufour, 4 ans après la parution de l'ouvrage de Wieland, qui s'appelle Manuel à la désignation des officiers d'armée suisse, s'est obligé de publier de son côté en français un autre traité de tactique. Ça nous ouvre là sur une problématique, c'est que finalement la biographie scientifique, comme on dit si joliment, de Dufour reste encore à faire. Il y a des tas d'éléments qui sont inconnus, des tas d'éléments critiques qui ne sont pas intervenus, et il serait hautement souhaitable d'avoir une biographie de Dufour comme Gramsci, par exemple, qui a fait pour le général Guisan, qui a commandé l'armée suisse durant la Deuxième Guerre. Lobauer rend hommage à Dufour en tant qu'ingénieur, en tant qu'organisateur, en tant que pédagogue, en tant que cartographe, mais il montre que ses conceptions militaires sont d'abord complètement passées, qu'il n'a pas l'expérience de la Grande Guerre en Allemagne, en Espagne, en France, qu'il a été confiné dans la fortification et que ce n'est pas suffisant pour écrire un traité militaire qui touche toutes les armes. En fait, il montre aussi que Dufour n'a pas
par conséquent, ce qui nous donne, c'est un ouvrage purement formel qui ne s'approche pas de la vraie guerre. Laubauer est un disciple de Clausewitz, c'est lui qui l'introduit en Suisse d'ailleurs. Et par conséquent, on peut se poser maintenant la question qui m'a été posée une multitude de fois, est-ce que Clausewitz a été lu par Dufour? La réponse unanime, soit par Beck, soit par Baumgartner, était non. Dufour n'a pas lu Clausewitz pour deux raisons, disent ces historiens. C'est parce qu'il ne savait pas un mot d'allemand, ce qui est juste. C'est parce qu'il n'avait pas Clausewitz dans sa bibliothèque, même les traductions françaises qui se font à partir de 1850. Par conséquent, Clausewitz est complètement étranger à Dufour. Or, en fouillant dans les archives Dufour déposées à la bibliothèque de Genève, je suis tombé sur un calepin daté 1817, mais qui s'étend bien au-delà, probablement jusqu'aux les années 1850, dans lequel Dufour a recueilli des citations de grands tacticiens, de grands stratèges. Alors vous y trouvez Frédéric II, vous y trouvez Guibert, vous y trouvez Pollard, vous y trouvez évidemment César, vous trouvez toute une série d'hommes, et aux surprises, 3 longues citations sont extraites de Clausewitz. Donc c'est prouve que Dufour avait lu en tout cas ces extraits de Clausewitz et le connaissait, ce qui est prouvé d'ailleurs par le fait que la deuxième édition du cours de tactique de 1861, il fait figurer le Vom Krieg, le grand traité stratégique de Clausewitz dans la bibliographie. Et que note Dufour dans ces extraits, tirés de Vom Krieg, traduit du français, très mal traduit, et d'abord où est-il allé les pêcher? Eh bien, il les a pêchés dans une obscure revue, s'appelait Journal de l'armée, publié à Paris, éphémère, puisqu'il n'a été publié que pendant 3 ans. Et ce Journal de l'armée, dans son numéro de 1833, publie ces extraits que Dufour copie. Donc il a eu un contact extrêmement indirect, si vous voulez, avec Clausewitz. C'est une traduction très mauvaise, mais qui porte sur un élément essentiel de Clausewitz, que le traducteur appelle le hasard, ce qui est mal traduit, parce que chez Clausewitz, c'est ce qu'il appelle les frictions Reibungen, c'est-à-dire tous les impondérables, les hasards, l'inattendu à la guerre, qui ont fait l'essentiel. Précisément ce qui manque dans le cours de tactique. Effectivement, la deuxième relevée de Dufour, c'est celui qui concerne le courage moral, pas physique, mais moral de faire dans des situations dangereuses, dans des situations où le hasard est précisément en train de triompher et où on doit se ressaisir. Et c'est ce passage de Clausewitz montre quelles doivent être les qualités du grand chef. Donc en recopiant ces passages, on ne sait pas quand, puisque c'est fatalement après 1833, Dufour prend à sa charge, si vous voulez, une des faiblesses de son traité, qui est vraiment le problème de l'opacité, du hasard, des frictions à la guerre. Donc, le traité de tactique va être évidemment adopté par des pays, pas par les grands pays, ni la France, ni la Prusse, ni l'Autriche ne l'adopteront, et puis il sera parallèlement utilisé avec le traité que je viens de citer de Milan. Donc, au fond, il faut créer une œuvre dont je vais être un peu dur, mais dont on aurait pu se passer dans la mesure où l'équivalent exact avait été publié 4 ans avant à Bâle, en français et en allemand, par le lieutenant-colonel Wieland. Voilà pour l'aspect théorique de la pensée du Dufour.
nous allons bien sûr la retrouver à travers ses actions militaires. Alors j'en viens à la première guerre véritable livrée par Dufour, c'est-à-dire la guerre du Sonderbourg en 1846. Dufour a là un impératif qui va le pousser à agir d'une façon napoléonienne, je dirais presque, dans la mesure où il est pressé par le temps. Pour plusieurs raisons. L'hiver approche, il n'est pas du tout sûr de ses troupes, dont la formation n'est pas parfaite, dont la discipline est imparfaite, il le sait parfaitement, et par conséquent, il sait qu'il doit agir très vite. Ensuite, l'hiver est anteportans, il est devant la porte, il va venir, il faut faire très vite. Et il y a aussi chez Dufour, constamment dans sa pensée militaire, un souci de parcimonie, c'est-à-dire il faut faire vite, il faut faire bon marché. Il est conscient que les finances de la Confédération sont extrêmement faibles. La Suisse est un pays pauvre à l'époque, par conséquent, il faut faire vite, il faut dépenser le moins possible. C'est en partant de cet impératif qui va donc manœuvrer rapidement, sans tergiversation, allant d'abord à l'accessoire en Italie, liquidant le canton de Fribourg, le premier canton sécessionniste, ensuite en refusant de se porter sur le Valais comme beaucoup de ses amis officiers lui conseillent de faire, et allant directement dans ce que Clausewitz s'appelle le centre de gravité, c'est-à-dire Lucerne. Donc marche concentrique sur Lucerne, petite bataillinette de Gisnikon, prise de Lucerne et dissolution du Sonderbourg. Donc une action très rapide avec une convergence de toutes ses forces sur Lucerne. Ce qui lui vaudra de grands hommes stratégiques à cette époque-là, c'est pas encore Clausewitz qui va émerger après la guerre de 70, mais c'est le Vaudois Lemidi qui lui va critiquer amèrement. Il déteste Clausewitz, il déteste aussi Dufour. Il va le critiquer en disant que ces marches convergentes par colonnes séparées sont une hérésie. Il est partisan, lui, du modèle Austerlitz, c'est-à-dire attaque centrale avec toutes les masses et enfoncement du centre. Donc il y a là un désaccord fondamental entre Dufour et Jomini. Dans une lettre que Jomini adresse à son ami de cœur, je dirais presque, Adolf Hitler, rédigé tout de suite après la campagne du Sonderbourg, il lui dit: j'ai agi scientifiquement, j'ai agi selon des principes avérés, j'ai tout calculé, tout a fonctionné. Or, c'est précisément contre ce type de guerre mathématisée que Clausewitz va très fortement s'insurger, plus ensuite la totalité de l'état-major allemand. Donc la bataille, si vous voulez, par nécessité, a Dufour a agi correctement. Il est venu très rapidement à bout de la sécession. Il a perdu très peu d'hommes, en tout dans les deux camps une centaine, et il a rétabli l'unité de la Confédération. Mais il ne faut pas non plus oublier une chose, c'est que les troupes du Sonderbourg, c'était environ entre 8 et 10 000 hommes, alors que Dufour avait 40 000 hommes à sa disposition, avec une artillerie très importante, alors que l'artillerie du Sonderbourg était maigrissonne et fort mal entraînée. On arrive maintenant à la seconde, c'est pas une guerre, ce que les Suisses appellent la campagne du Rhin, c'est la crise de 1856-57 entre la Prusse et la Suisse. Je ne vais pas revenir sur les origines du conflit. Disons en gros, c'est que le canton de Neuchâtel et la principauté de Valangin
un statut bizarroïde, puisqu'elle était à la fois canton suisse et principauté allemande. Donc de plus en plus, elle avait penché vers la Suisse. Les royalistes pro-prussiens neuchâtelois se sentaient évincés et écartés, et ils vont tenter un coup d'État, et qui va lamentablement échouer. 500 d'entre eux, une certaine somme, vont être incarcérés dans le château de Neuchâtel en attendant d'être jugés par un tribunal qui devrait dû être fédéral. Immédiatement, le roi Guillaume IV de Prusse, qui se veut roi chevaleresque, qui défend ses suzerains. Ces suzerains, ce sont les monarchistes neuchâtelois. Il va donc les prendre sous sa protection et immédiatement exiger de la Suisse qu'elle libère ces 500 prisonniers et qu'elle confirme les droits de la Prusse sur Neuchâtel, ce que le Conseil fédéral va refuser. Alors c'est à ce moment-là qu'intervient Dufour dans une première tentative auprès de son vieil élève Napoléon III. Il va le voir à Paris, mais là il se trompe dans l'opération. Il pense qu'au nom de la vieille amitié et de la relation maître-élève qu'il y a entre lui et Napoléon, Napoléon penchera du côté suisse, acceptera les exigences suisses et renforcera la position suisse. Or, ce n'est pas du tout ce qui arrive. Napoléon III se désolidarise complètement de Dufour, lui fait comprendre qu'il est sur une fausse route, et ça va même très loin que lorsque Dufour essaye d'intervenir auprès de l'ambassadeur d'Angleterre à Paris, leur Crowley, celui-ci lui refuse sa porte. Donc c'est un échec de Dufour dans ce jeu diplomatique de l'affaire de Neuchâtel, et il faudra que ce soit le Turgovien Kern, qui est lui un diplomate de profession, un homme très habile, reprenne le dossier pour sortir la Confédération helvétique de ce guettier où elle se trouvait. Et pendant ce temps, la Suisse a mobilisé. Et alors là, il y a quand même une chose très remarquable. Elle va mobiliser une armée de 100 000 hommes, en fait, avec des combattants qui, quelques années auparavant, étaient des ennemis dans la guerre de sécession. Eh bien, ils vont se retrouver tous unis. Il y aura un extraordinairement déferlement patriotisme helvétique. C'est là que le fameux Amiel, auteur du fameux journal, va rédiger le belliqueux rouler tambour pour couvrir la frontière, et que unanimement le peuple suisse va se lever pour aller défendre ce qu'on appelle la frontière du Rhin. Parce qu'on possède évidemment, il n'y a pas d'autre solution, que les Prussiens traversant les États allemands, dont ils avaient eu l'autorisation, vont mener leur attaque depuis le pays de Bade et vont chercher des gages, simplement. Tout le corps diplomatique qui se trouve à Berne, elle s'est avis. Il y a des lettres du représentant de l'Espagne, du représentant de l'Angleterre, qui disent oui, les Prussiens vont chercher des gages, et il y a deux gages qui se présentent, ces deux furons, si j'ose dire, qui se trouvent au nord du Rhin, le Petit Bâle, qui est sur la rive droite du Rhin, et un peu plus loin à l'est, le canton de Soleure, qui se trouve également au nord du Rhin. Et Dufour est convaincu de cette forme de guerre limitée. Vous voyez, il a encore une vision de la guerre qui reste encore une vision souvent 18e siècle. On prend des gardes et on négocie. Or, les Prussiens ont une vision totalement différente des choses. On a trois plans de Prussiens qui ont été retrouvés d'attaque de la Suisse. Il y a celui du prince Frédéric Charles, qui a 24 ans et qui s'exerce, si vous voulez, au métier militaire, qui lui est pour une prise de gage. Il dit certes qu'il faut traverser le Rhin du côté
passer le grain, non pas du côté de Bâle, comme l'avait pensé à un moment donné Dufour, mais beaucoup plus à l'est, du côté de Waldshut, de marcher sur Zurich et ensuite d'obliquer sur Berne et dicter les conditions prussiennes à Berne. Vous voyez, en plan totalitaire, si vous voulez. Mais von Reyer, son chef d'état-major, va encore beaucoup plus loin, puisque lui, cette traversée du Rhin marche sur Berne par les deux rives de l'Arc, qui dénote une certaine hardiesse stratégique, prise de Berne et dictate des conditions prussiennes à Berne. Après avoir fortifié Bâle, Dufour comprend, il a des informations, que la pression prussienne se fera sur Charboz. Et il commet l'erreur de penser, toujours pris de cette idée de la prise de gage, de Charboz, à l'extérieur de la Suisse, presque au-delà du Rhin, sera la prise de gage des Prussiens. Il va donc concentrer ses troupes autour de Charboz et il fera même sortir de Charboz, il prévoit même de contre-attaquer dans le pays de Bâle les Prussiens qui s'avancent. Or, les Prussiens ont décidé d'attaquer beaucoup plus à l'ouest, au centre du Rhin, si je puis dire, entre Bâle et lac de Constance. Par conséquent, son dispositif serait tombé dans le vide. 2 ans après cette crise prusso-suisse, Dufour, il le raconte dans son récit de la campagne du Rhin, Dufour rencontre un officier prussien qui lui dit, qui lui dit, monsieur le général, vous êtes trompé, le dispositif prussien était totalement différent. Nous voulions non pas nous porter sur Charboz, mais sur Berne. Et Dufour dit effectivement qu'il s'était trompé, mais que ce n'est pas grave, il aurait depuis Charboz pu faire pivoter son armée pour le précipiter sur le flanc gauche des Prussiens. Une manœuvre très difficile, très délicate. Est-ce qu'à une armée qui a encore une armée de milice relativement peu formée, il serait arrivé? On peut se poser la question. On s'est longtemps demandé qui était l'officier prussien qui, à Genève, avait discuté avec Dufour. Eh bien, je crois que j'ai pu l'identifier. C'était à l'époque, la première fois qu'il était à Genève, vers 1830, il était encore Rittmeister, chef d'escadron. Quand il y reviendra plus tard, il sera colonel. Il s'appelle Danshauge et il a la particularité de s'être énormément intéressé à Genève lors de son premier séjour et surtout s'est intéressé à l'acte héroïque des Genevois, qu'ils appellent l'escalade, c'est-à-dire en 1602, la tentative du duc de Savoie de prendre Genève la nuit, fourbement, par surprise. Et il s'intéresse à cette histoire d'escalade et il va publier à son tour de Genève une histoire de l'escalade avec illustration, etc., dans une revue militaire à Bozen, en Prusse orientale. Et en même temps, il va s'intéresser aux fusées de Pictet, donc l'ami intime de Dufour, qui Dufour s'intéresse aussi énormément à l'arme fusilienne, parce que je vous ai dit que Dufour est fasciné par le principe d'économie. Pour économiser, il pense que l'arme fusilienne est bien meilleur marché à construire et à mettre en œuvre que l'artillerie classique. Donc il va s'intéresser énormément aux fusées de Pictet. Il va 190 lettres à lui adresser à Pictet sur le problème essentiellement sur le problème des fusées. Et il va, alors là on peut se poser la question, ça serait la nécessité d'une biographie scientifique de Dufour, je mets scientifique en guillemets,
Bauer peut être écarté par Dufour. Elle peut se demander est-ce que c'est du ressentiment ou est-ce que effectivement l'invention de Roger Bauer était plus mauvaise que les autres. La question reste ouverte. Donc, vous voyez qu'il y a là une vision encore extrêmement 18e siècle de la guerre. Il tient compte de la notion napoléonienne de rapidité pendant la guerre pendant qu'il est contraint, mais il est un stratège anti-napoléonien dans la mesure où il croit aux prises de gage, à la négociation, ce qui limite sa portée comme penseur militaire. Et dans les attaques féroces que Jomini lui adresse, il y a une bonne part de vérité. Messieurs, mesdames, je vous remercie. Bravo. Votre appréciation générale sur le général Dufour en matière militaire, est-ce que c'était vraiment un homme du XVIIIe siècle, alors même qu'il a été officier de Napoléon et qu'il avait une grande admiration pour les campagnes de Napoléon? Oui, c'est ce qui pose problème, c'est qu'il a dans son fameux calepin que j'ai mentionné tout à l'heure, il y a des tas de citations de Napoléon, hardiesse, attaque, pas de diplomatie, etc. Mais dans la réalité suisse, si vous voulez, il s'est montré extrêmement mauvais. Pour une raison très simple d'ailleurs, c'est que l'instrument militaire qu'il avait n'était pas à la hauteur. Elle n'était pas du tout à la hauteur à l'époque du centre de Brune, en 47, parce que c'était des contingents cantonaux mal formés, mal triés, et en 57, elle était en formation, si vous voulez, une armée avec encore des grands dépôts, surtout artillerie, etc. Donc, si on peut dire, il a fait avec, et ça c'est peut-être son mérite. Mais sur l'affaire de Châtel, c'est très intéressant de voir comment l'historiographie suisse a varié sur les chances prussiennes. En 1943, nommé Otto Weiss publie un livre qui s'appelle Dufour, chef de guerre, où il décrète que la Suisse aurait écrasé la Prusse sans aucun problème. Ça s'explique par le fait qu'en pleine guerre mondiale, la Suisse est encerclée, il ne faut pas commencer à démoraliser, si vous voulez, la population qui est appelée à se défendre sur tous les fronts éventuellement, à défendre sa neutralité. Mais plus tard, un peu plus tard, des gens comme Rapol pensent dans un livre fondamental sur les doctrines stratégiques suisses, pensent que les Prussiens l'auraient aisément importé. Et tout récemment, le professeur Yaoun, qui est le chef